Ils sont complètement déconnectés des priorités des Québécois. Monsieur Blanchette, aujourd'hui, dit soudainement, maintenant, après que tous les votes de confiance sont terminés pour l'année 2024, qu'il veut des élections. Il a changé d'idée. Il est dans la mire de ses adversaires. Hein? Le chef du Bloc québécois, on comprend pourquoi. Il trône en tête des intentions de vote au Québec. Est-ce que c'est le fruit de son pari d'être une opposition responsable en 2024? Yves-François Blanchette est avec moi pour dresser un bilan de cette année qui a été forte en couleur. On peut s'entendre là-dessus? On peut s'entendre sur ça assez facilement. Là, je sais que c'est une entrevue bilan, mais on ne peut pas ne pas parler de ce qui va se passer demain. Demain, M. Trudeau donc, remanie son cabinet. Il réfléchit toujours, mais il reste. Objectivement, vous qui voulez sa démission, regrettez-vous d'avoir appuyé le gouvernement? Oui, il y a beaucoup de questions dans la question. Un, ce que M. Poilievre a dit hier n'est pas exact. Il a dit que j'avais voté contre la motion de blâme, leur dernière motion de blâme. J'ai voté pour. Okay. M. Trudeau a Et dit... vous avez voté pour les crédits supplémentaires. On a voté pour les crédits supplémentaires parce qu'il se passait pareil, puis on voulait avoir une opposition précisément sur le budget accordé à Amira El-Gawabi, qui, en soi, est une incitation aux extrémistes dans les rues de Montréal. Okay. Donc, c'est carrément ça. Mais la déformation est facile. M. Trudeau dit on a voté contre la taxe carbone, qui ne s'applique pas au Québec. J'ai dit à ma gang, trouvez-moi ça. Ils ont cherché, ils m'ont envoyé toute une liste. On n'a jamais voté contre la taxe carbone. Ça, à un moment donné, il faudrait faire attention un petit peu à la vérité. Je comprends qu'on est dans une position qui apparaît assez forte au Québec présentement. Par rapport au remaniement de demain, je me suis dit... il y a tellement de ministres qui sont partis, il y a tellement de ministres qui ont été décollés, que là, c'est le Canadien de Montréal qui recrute dans le Rocket de Laval. Les gens ont soit pas la compétence, soit pas l'expérience, et cette espèce Mais des yeux de McGuinty à la sécurité publique, on s'entend qu'il n'y a personne qui pense qu'il n'y a pas l'expérience et la compétence. Non, mais il n'y aura pas une énorme révolution. On n'aura pas affaire à la réapparition d'un gouvernement Trudeau revampé de telle sorte que demain matin, ce ne sera plus les mêmes libéraux, ce ne sera plus la même usure, ce ne sera plus la même séquence d'erreurs récentes avec le même premier ministre dont rien ne suggère qu'il veut s'en aller. Et ça, c'est l'autre élément. Je n'ai pas demandé la démission de Justin Trudeau. J'ai demandé que M. Trudeau aille rencontrer la gouverneure générale. Et déclenche les élections. Vous avez raison de me corriger. Déclencher les élections, ce qui est une différence très importante. Mais moi, je regarde, là, mettons que M. Trudeau finissait par démissionner. Il prend une marche dans la neige avec ses enfants dans l'Ouest, là, puis il revient, puis il démissionne. Là, on a un premier ministre par intérim, ou il est là par intérim avant qu'il y ait un nouveau chef. Vous vous engagez pas à ne pas déclencher d'élection tant qu'il n'y a pas un nouveau premier ministre choisi par les libéraux. La manœuvre est grossière. Nous allons être obligés de provoquer des élections où on risque de tomber, puis la seule manière que ça n'arrive pas pour continuer à exercer le pouvoir pendant encore près d'un an, c'est de dire, M. Trudeau s'en va, on met quelqu'un d'autre, et ils n'oseront pas faire tomber le gouvernement. Je trouve que la manœuvre, elle est vulgaire. Donc, je ne m'engage pas à dire, on va vous donner votre chance, mettez quelqu'un d'autre, sans compter, soyons sérieux, j'ai hâte de voir qui va y aller s'il fait ça. Mais... Parce que qui, dans les gros joueurs, là, dans les Freeland, Joly, Carney, Champagne, n'importe qui va aller à l'abattoir avec le risque de devenir le chef d'une opposition, officielle ou pas, pendant 4 ans? Je n'y crois pas. Mais, objectivement, vous avez le beau jeu, vous, hein, à Ottawa? Des fois, pas pire. En général, parce que vous pouvez toujours mettre le singe sur le dos du NPD en ce moment. Pour l'instant, oui. J'aurais mieux avoir la véritable balance du pouvoir, mais on a réussi à faire bouger beaucoup de choses quand même. Je suis bien Sauf content. que, tu sais, dans tout, c'est toujours difficile dans un gouvernement minoritaire parce qu'à un moment donné, c'est ton vote qui force une élection ou pas. Puis vous êtes chanceux parce que vous choisissez quand être responsable, vous choisissez quand avoir de l'épine dorsale, parce que vous savez que Jack Meeting, il va toujours finir par céder. C'est la même chose si le gouvernement survivrait. S'il n'y a pas d'épine dorsale, je vous aurais trouvé très sévère avec ce pauvre Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que jusqu'ici, il finit toujours par appuyer le gouvernement. Toujours. Alors, vous avez le beau jeu. C'est facile d'être responsable dans ce temps-là. Oui, mais écoutez, nous, quand on dit on est prêt à renverser le gouvernement et le NPD est rendu à une telle extrémité qu'il y a une espèce d'autodestruction dans le NPD présentement. Ils refusent d'essayer d'assumer un quelconque rôle, de se donner une quelconque identité, même au moment où ils auraient peut-être davantage de sièges que les libéraux dans le Parlement. Donc, il y a un refus obstiné
d'aller en élection. Puis c'est pas comme si on provoquait une élection beaucoup trop tôt, là, de la part du NPD. On a 3 ans de fait, on s'en va vers 3 ans et demi. Ce serait normal, sain et légitime, compte tenu du fait que le gouvernement est dysfonctionnel depuis bientôt 1 an. Ça fait plusieurs semaines, là, c'est fini, mais on a été, 6 semaines avec un Parlement complètement bloqué par les conservateurs, les libéraux incapables de prendre l'initiative. Les 3 projets de loi qui ont été le plus discutés au Parlement fédéral cet automne, c'est 3 projets de loi du Bloc québécois. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le gouvernement, puis c'est pas un remaniement ministériel qui va les réchapper. Rapidement, sur Trump, là, si on va en élection, par exemple, on est encore plus faible face à lui, là? Je me suis un peu ostiné avec un de vos collègues hier là-dessus. Même Donald Trump. D'abord, je pense que Donald Trump n'appliquera jamais les menaces de tarifs dont il parle, parce que ses propres financiers autour de lui et ses propres amis vont dire que c'est de la folie, c'est dangereux. C'est une menace qu'il utilise parce qu'on marche dans son jeu. Et je pense que même Donald Trump va respecter un processus électoral qui va donner un mandat plus clair à un nouveau Parlement et un gouvernement qui sera composé comme il le sera. Je pense que M. Trump, s'il y avait des élections déclenchées à la fin du mois de janvier, avant de... Il viendrait se mêler de la campagne, il viendrait semer de la discorde, il s'amuserait allègrement, il ne se gênera pas, Elon Musk va sautiller autour. On imagine tout ça, mais je pense que ça reste un État, ça reste un pays le plus puissant au monde. Ils vont dire, on va respecter l'élection de notre principal partenaire, voisin, allié et ami, puis on va voir après qu'est-ce qu'on fait. Raison de plus pour y aller le plus tôt possible et que quelqu'un ait un mandat pour négocier et que tous les premiers ministres de province, tous les joueurs se rallient un peu derrière un gouvernement, quel qu'il soit, avec lequel nous, on collaborera, quel qu'il soit, si c'est bon pour le Québec, puis on va faire obstacle si c'est mauvais pour le Québec, pour qu'on ait au moins une chance sérieuse dans une négociation qui sera complexe et qui met en cause la plus grave crise diplomatique et commerciale entre les États-Unis et le Québec depuis longtemps, alors qu'on devrait regarder à long terme nos intérêts communs. On est sur le même continent, Mexique, États-Unis, Canada, de façon durable. Il y a 3 enjeux que je veux soulever avec vous. Les aînés, c'est votre cheval de bataille. On est d'accord là-dessus? C'est notre obligation morale. J'appelle pas ça un cheval de bataille parce que c'est pas un sujet qu'on a sorti du chapeau à la dernière minute pour faire des gains. Je parle de ça depuis 2019 parce qu'on avait constaté depuis 2019 que le pouvoir d'achat des retraités ne suivait pas la hausse du coût de la vie et que ces gens-là, souvent dans les régions, dans des villages dévitalisés, avaient de moins en moins de ressources, de moins en moins de moyens. Et la décision du gouvernement en 2022 de créer une disparité entre les 65-74 et les 75+, c'était ajouter l'insulte à l'injure. Justement, mais c'est ça que je comprends pas. C'est parce que quand on regarde les chiffres, là, les aînés de 75 ans et plus ont un revenu médian plus bas que les aînés de 64 à 74 ans. Donc, il est là l'argument du gouvernement. C'est dire que les aînés de 75 ans et plus sont plus pauvres. La mesure... Oui, médian, oui. Probablement que les plus riches aussi sont là. La mesure est destinée, et un des arguments du gouvernement, c'est à dire, oui, mais il y a des gens qui n'en ont pas besoin, qui vont l'avoir. Après ça, on a vu sa TPS qui sert surtout les riches, puis son projet de chèque de 250 pièces qui était réservé aux plus riches. Nous, ce qu'on dit, c'est que grâce au fait que ça passe par la pension de sécurité de la vieillesse, c'est a priori la frange la moins riche, la moins solide financièrement qui devrait surtout en profiter. Et s'ils avaient voulu appliquer des règles différentes pour les plus riches, on aurait été ouvert à en parler. Parce que le taux de pauvreté, il est moins élevé chez les personnes de 65 ans et plus que dans le reste de la société quand même. Oui, mais il y en a là des pauvres, il y en a là des très pauvres. Et ces gens-là ne méritent pas d'avoir une disparité de 10 par rapport à ceux qui ont 75 ans et plus. On fait un calcul, puis on dit voici une moyenne, et tout le monde est forcément assis à la ligne de la moyenne. Pas du tout. Il y a des gens très pauvres, tout à fait dans la misère, puis on a dit à ceux qui ont moins de 75 ans, parmi ceux qui étaient dans la misère, bien, vous allez l'être encore plus dans la misère. Qu'est-ce que vous répondez aux ardents souverainistes là, au Québec qui disent que le Bloc, avec vous, puis ils citent en exemple cette histoire de votre bataille pour les aînés, décide de placer ses idéaux progressistes avant la souveraineté, avant le nationalisme, avant la défense des intérêts du Québec? Quelqu'un qui se comporte comme le Bloc actuel le fait ou moi je le fais n'est pas moins un ardent souverainiste que quelqu'un qui est vociférant. Ça, j'achète pas ça, là. Votre cheval de bataille... J'ai le souvenir de ma prédécesseur, je n'achète pas cet argument-là. Je ne suis pas moins souverainiste que qui que ce soit d'autre. Mais je suis contre le réflexe de dire il va falloir que les gens souffrent
faut que les gens souffrent pour qu'ils disent « Ah non, j'ai tellement de douleur dans le Canada que je vais quitter le Canada. » J'aime beaucoup mieux dire aux gens, les souverainistes à Québec comme à Ottawa vont vous montrer qu'ils sont dignes de votre confiance en faisant les bonnes choses au bon moment pour que vous vous reconnaissiez dans le comportement de ces gens-là. OK. Et si le Parti québécois est en avance à Québec et nous, on est en avance à Ottawa, c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de souverainistes, mais c'est parce qu'on fait confiance aux souverainistes, parce qu'on sait que les souverainistes ne travaillent que pour le Québec. Et il n'en tient qu'à nous de gagner la confiance des gens pour leur dire, OK, maintenant, est-ce qu'on peut compléter notre réflexion vers la souveraineté? Mais je ne ferai pas quelque chose qui n'est pas bon pour les gens, en particulier les retraités ou les agriculteurs. Je ne ferai pas ça sous prétexte d'aller chercher des votes pour la souveraineté en faisant la politique du pire. Je vais essayer de mériter la confiance des Québécois. Pierre Poilievre, il était en entrevue avec moi la semaine dernière et je le cite, là, « Le Québec sera beaucoup plus fort quand je serai premier ministre parce que le fédéral sera beaucoup plus petit. » Qu'est-ce que vous en pensez? Le même Pierre Poilievre qui se permet d'insulter des maires de municipalités en disant c'est moi qui va décider. Non, mais je m'en vais quelque part avec ça. Là. Il est pas, Moi, je vous demande il est de le plus répondre centralisateur. à l'idée qu'un État fédéral plus petit... Ça va être la deuxième partie de ma réponse. OK. La première partie de ma réponse, c'est il est le plus centralisateur des chefs conservateurs. Ça fait un petit bout que j'existe, là, que moi, j'ai jamais vu. Il est très centralisateur. Il est très, c'est moi qui vais tout contrôler. Et il est à la même place que les libéraux en matière d'immigration, à la même place que les libéraux en matière de transfert en santé, à la même place que les libéraux en matière de langue, de laïcité. Il est très, très centralisateur et très imbu à cet égard-là. Maintenant, si ce que M. Poilievre met de l'avant, avec sa possible majorité, qu'il pourrait obtenir sans le Québec, bonne émule de M. Harper qu'il est. Si c'est bon pour le Québec, bon, on va dire, bien, c'est parfait, on embarque. Si c'est mauvais pour le Québec, on va faire obstruction. Ça prend quelqu'un pour surveiller les conservateurs Donc, qui c'est risquent possible d'être qu'il soit bon pour le majoritaires. Québec, vous me dites. S'il fait quelque chose de bon pour le Québec, on va être pour. Mais s'il n'y a pas un important contingent du Bloc québécois, comme les libéraux le feraient, comme n'importe qui le ferait, tu peux impunément marcher sur le corps du Québec. On l'a vécu pendant quelques années. Ça n'a pas été bon pour le Québec. Donc, c'est un gagnant-gagnant, le Bloc québécois, pour les gens du Québec. Si c'est bon, on va être pour. Puis si c'est pas bon, il y aura quelqu'un pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça, c'est mauvais pour le Québec, vous paierez le prix politique de ça. Et en plus, on a développé l'habitude de faire des suggestions, de faire des propositions dans des dossiers précis, puis parfois, plus tard, sous un autre nom, sans dire que ça vient du Bloc, ça s'applique. Quand on est capable de contribuer au bien commun, c'est notre devoir de le faire et de ne faire la politique que pour être capable d'avoir la ligne On est juste passé à la table du jour. Conseil des ministres, puis c'est ça le risque pour vous. On sait qu'on ne sera pas assis à la table du Conseil des ministres. On sait qu'on a énormément d'influence dans le Parlement. Les dernières années ont démontré ça justement parce qu'on a eu une approche adulte, responsable et constructive plutôt que d'être dans la dénonciation perpétuelle qui devient pas crédible et à laquelle les gens n'adhèrent pas. Les conservateurs sont, à bien des égards, une espèce de pis-aller. La popularité personnelle de M. Poilievre n'est pas très élevée. Au Canada, il n'y a pas de troisième parti qui soit une alternative crédible, tandis qu'au Québec, il y a un troisième parti qui est une alternative crédible. Et comme par hasard, c'est le parti qui a l'air d'être loin devant les autres. Une tout petite pour... Je regardais la liste. Stephen Guilbeault dans Laurier-Sainte-Marie, Mélanie Joly dans Huntsic, Soraya Martinez-Ferrada dans Hochelaga, Jean-Yves Duclos dans Québec, François-Philippe Champagne dans Saint-Maurice-Champlain. Il y a 5 ministres du gouvernement qui sont dans votre mire. Êtes-vous en train... Ça va-tu bien, le recrutement? Avez-vous des vedettes pour leur... On n'a pas la même définition de vedette. On a un profil de caucus qui fonctionne extraordinairement bien, où personne autour de la table dit « Moi, je connais ça plus que vous autres parce que je suis une star. » Je n'ai pas ça. Mais j'ai des gens très solides, très connus, très reconnus. Ceux qu'on a annoncés à date, les gens ont fait « Oh, grosse candidature. » Patrick Bonin, c'est une pointure, ou Marc Saint-Hilaire, c'est une pointure, ou Daniel Lebel, c'est une pointure. Réussir à faucher 5 ministres? Je le calcule. Je me suis même... Vous m'apprenez, ça, là? Je n'ai pas calculé comme ça. Non, mais je me lève pas en disant « Je vais-tu avoir la tête à François-Philippe Champagne? » Ce n'est pas personnel. Il y a des comtés là-dedans que je suis pas... Oui, on est compétitif dans Laurier-Sainte-Marie, puis oui, on est compétitif dans Huntsic-Cartierville. C'est pas des gains évidents pour le Bloc québécois, mais quand tu viens de gagner la Salle-Aymar-Verdun, tu te dis que tout est possible. Et je veux au moins dire ceci, puis il faut que j'ai le tempérament que j'ai, fait qu'il faut que je me tienne un peu là-dessus. Il faut avoir la modestie de ne rien prendre pour acquis, de faire une offre politique. Les gens choisiront, peuvent changer d'idée. Les gens ne sont pas obligés de voter pour nous autres. Il faut qu'il y ait le goût de voter pour nous autres. Fait que c'est pas triomphaliste. Nous allons
balayer le Québec, c'est un comté à la fois, un bon candidat à la fois, une bonne proposition politique à la fois, dans l'espoir de solidifier les appuis qu'on a et non pas de faire des gorges chaudes arrogantes. Je pense qu'il faut éviter ça à tout prix quand on est le Bloc québécois. Et François Blanchette, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour Noël? Un peu de repos et une préparation électorale rapidement en 2025. Merci beaucoup. Passez de joyeuses fêtes. Toujours un plaisir.